Bonsoir mesdames, messieurs, très heureuse de vous retrouver, de vous savoir très nombreux en train d'attendre ce grand rendez-vous d'actualité. C'est déjà votre émission qui commence, le regard de ce soir. C'est arrivé sur Félix Tshisekedi. Il est secrétaire national chargé des relations extérieures, c'est bien cela. Monsieur Tshisekedi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et comment se porte votre grand parti politique, l'UDPS? Nous sommes à la croisée des chemins, donc forcément le débat se fait de plus en plus intense au sein de nos rangs et aussi le rappel des troupes. Donc depuis que le président a lancé un appel à l'unité de Bruxelles, nous nous affairons justement à concrétiser cela et aussi à prendre rendez-vous avec les enjeux à venir. Avant de demander ou de connaître les nouvelles du président national de ce parti, il a lancé l'appel à l'unité, donc il a constaté qu'il y avait une sorte de déchirure au sein de votre parti politique. Il faudrait dire aussi que l'opinion pense qu'aujourd'hui l'UDPS n'a plus le même ampleur qu'elle avait avant, hein, il faudrait dire depuis le départ de Jacquemain Chabani. Pensez-vous qu'il y a ça à voir avec ça aussi? Bon, je ne crois pas. Non, je pense plutôt que la crise soit consécutive à ce qui s'est passé après des élections. Vous savez, je pense que nous avons été à ces élections pas tout à fait préparés, donc je dirais pas préparés à 100%. Très bien. Et donc ensuite, évidemment, comme l'objectif n'a pas été atteint, il y a forcément crise. Et évidemment, puisque vous parliez de Jacquemain, lui aussi, malheureusement, son départ a aussi constitué quelque part une partie de la crise aussi. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de colmater parce qu'il faut avancer, la vie continue. Et avec Jacquemain aussi, donc ça va, on a espoir. C'est un parti politique, une organisation humaine, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des hauts et des bas. À un moment donné, toute la vie ne peut pas être rose, ne peut pas être comme un fleuve tranquille, un long fleuve tranquille. Donc la vie, elle est faite toujours comme ça, de haut et de bas. Et vous n'étiez pas prêt, mais vous étiez quand même lancé, vous êtes lancé dans cette bataille électorale, et puis à la fin, Kabila a gagné les élections, mais votre père, c'est-à-dire, ok, vous allez me donner votre point de vue. Votre père, c'est-à-dire le président national de l'UDPS, a considéré cela comme un sale jeu, c'est-à-dire lui, il a prêté serment de son côté. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que Tshisekedi est en train de jouir de son mandat et que son mandat prendra fin aussi en 2016? Non, parce qu'il n'a pas l'effectivité du pouvoir. Mais évidemment, ça fera l'objet d'un débat profond au sein du parti. C'est pour ça que je ne suis pas du tout habilité à en parler ici. Très bien. Hein, parce qu'il y a les échéances qui arrivent. On doit se poser la question de savoir si on y participe ou si il faut toujours continuer à se battre pour récupérer l'effectivité de notre pouvoir. Donc tout ça fait partie des stratégies. Hein, donc l'un comme l'autre. C'est une stratégie, c'est une option, mais que je ne décide pas seul, que je ne dois pas décider seul. C'est une décision qu'il faut prendre ensemble et donc ensuite se serrer les coudes pour atteindre l'objectif. Individuellement, vous étiez lancé dans des démarches ou une sorte de tournée. Hein. C'était pourquoi exactement? C'était quoi la cible? Redynamisation, sensibilisation. Et ça va continuer parce que là, nous nous préparons à aller à l'est du pays. On va faire le nord, le sud. Quand exactement? Kivu, la semaine prochaine, si tout va bien. Donc en fait, et là maintenant, comme nous avons la feuille de route de l'UDPS, celle qui explique ou qui propose à la communauté internationale le point de vue de l'UDPS pour une sortie de crise au Congo, donc par un dialogue. Et donc il faut la vulgariser. Nous avons commencé une campagne de vulgarisation à l'intérieur de la ville de Kinshasa. On est allé dans toutes les 4 fédérations, donc tous les 4 districts. Maintenant, on s'attaque à l'intérieur du pays. Il y a des collègues qui sont déjà partis pour le Kasaï. Moi, j'irai à l'est du pays et voilà. Donc, alors, c'est ça. Oui, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, le départ d'Albert Moleka, d'aucuns estiment que c'est à cause de vous, hein, il faudrait dire, sous votre pression, il est pratiquement parti. Vous confirmez cette information ou vous la rejetez tout de suite? Non, pas du tout, parce que d'abord, on n'avait pas de domaine de collaboration du tout. Lui, il était au cabinet du président. Moi, je suis dans les instances. Cela vous a affecté, du son parti. départ?
Non, pas du tout. Pas du tout. La vie continue normalement. Oui, pour moi, il n'y a pas de personne indispensable à l'UDPS. Tout le monde vient librement et part librement de ce parti. Mais en tout cas, le président national, il est indispensable, lui, hein, d'après une opinion. Oui, mais le temps de sa vie, parce qu'il faudrait se préparer un jour à ce que le président ne soit plus là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de personne indispensable. Parce que même quand vous voulez vous rendre indispensable, le sort ou le destin s'occupe de vous. Donc, au cas où il ne serait plus là, d'aucuns estiment que votre mère voudrait bien que ce soit vous qui le remplaciez. Évidemment. Oui, comme toute maman, évidemment, la mienne aussi me souhaite tout le bonheur possible. Hein. Ça, c'est clair. Mais elle ne va pas recommencer le monde, ou elle ne va pas recréer le monde pour que Félix soit absolument positionné à tel niveau ou tel autre. Mais selon la charte, qu'est dit la charte de l'UDPS? Elle est claire, c'est le Congrès qui désigne le président et ce sera toujours comme ça, en tout cas tant que nous serons à l'UDPS. Mais justement, Félix Tshisekedi aujourd'hui, comment comprendre ce parallélisme qu'on peut établir entre vous et votre père qui reste radical, mais vous, d'après une certaine opinion, vous restez quelqu'un de très équilibré, et voilà. Non, moi je crois que je suis aligné sur les mêmes positions que mon père, seulement j'ai peut-être une façon de le dire qui paraît modérée, mais et moi qui connais très bien mon père, je sais que c'est quelqu'un de pas du tout dur, c'est pas du tout quelqu'un de difficile à vivre, mais c'est quelqu'un d'exigeant. Il est exigeant déjà avec lui-même, et donc c'est normal qu'il le soit avec la société. Donc c'est quelqu'un qui vit en se basant sur des principes communément arrêtés. Donc, il n'impose rien, mais il faut qu'on se mette ensemble, on arrête des principes, et quand on a arrêté ces principes, on avance en respectant ces principes. C'est le cas du contexte actuel au Congo. Nous voulons un état de droit. Quand tout le monde brandit le fait que nous sommes en démocratie, il faut que la démocratie soit effective. On ne doit pas voir comme le spectacle qu'on a aujourd'hui, de violation de droits de l'homme, d'arrestation arbitraire, de massacre, de tuerie. On en parlera peut-être. Donc c'est des choses auxquelles lui, mon père comme moi, auxquels nous sommes opposés totalement. Donc de ce côté-là, on ne transige pas. On parle de votre père, comment va-t-il? Est-ce que sa santé s'est améliorée finalement? Très bien, vous serez étonné. Très bien, je suis très heureux de l'annoncer ici. Il va très bien et il parle déjà même de son retour. Là, ça reste à fignoler, mais son retour est déjà programmé. Imminent. Ouais. Son retour est imminent. Il est programmé. Il viendra justement pour se lancer aux élections. Ça, ce débat. Absolument. En tout cas, il vient pour réoccuper sa place dans le contexte politique, dans le paysage politique congolais. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons décider des options à prendre. Est-ce que nous continuons à nous battre pour récupérer cette effectivité du pouvoir, où nous orientons notre lutte autrement? Mais on est déjà presque en 2016. Peu importe, mais vous savez, lorsqu'il y a eu hold-up électoral, imposture, tout ce que vous voulez, c'est tout à fait normal que la victime se revendique le droit de récupérer son dû. Hein, et le peuple congolais avait voté pour un autre, et c'est un autre qui occupe cette place. Pour nous, c'est de l'imposture, c'est de l'usurpation. Il faut réparer ça. Mais jusque-là, vous n'avez jamais pu prouver cela, hein? C'est-à-dire que Kabila vous a volé votre victoire. Hein? C'est vrai. Puisqu'on vous a demandé plusieurs fois de ramener des preuves, c'est-à-dire des bulletins des votes, etc. Non, il y en a eu. Vous n'avez jamais pu ramener ça. C'est pour ça que je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit. Non, pas la Cour suprême. Je vous ai dit. C'est pour ça que je vous ai dit que nous n'avons pas été à ces élections préparés à 100%. Hein, donc, vous reconnaissez quand même qu'il y avait un désordre, vous n'avez pas eu assez de témoins, etc. Je vais vous donner des résultats ou un verdict qui a été donné par une institution et non des moindres, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique a dit... L'Église catholique n'était pas une institution organisatrice. Non. C'était pas à elle de trancher, bien évidemment. Vous avez parlé de témoins. L'Église catholique avait 30 000 témoins, c'est-à-dire un pour 2 bureaux. Je crois que son jugement... et je vous épargne les avis des autres organisations d'observateurs, donc comme l'Union européenne, la Fondation Carter, etc. Mais l'Église catholique a dit clairement, par la voix de son numéro 1, de son primat, le cardinal Mosengo pour ne pas le nommer, que
c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Il l'a dit sur les ondes de la RTBF, radio-télévision belge francophone. Et il a interpellé Joseph Kabila, ou la CENI, je pense, en demandant la vérité, que la vérité soit dite. Au moment où, pourtant, la CENI avait proclamé... Votre ami Vital Kamerhe avait déposé une requête. La requête a été jugée recevablement fondée à la Cour suprême de justice, avec l'installation de la Cour constitutionnelle qui va devoir justement faire son travail, c'est-à-dire c'est à la Cour suprême, la Cour constitutionnelle de trancher par rapport aux contentieux électoraux. Finalement, vous pensez que les choses iront mieux avec l'installation de cette nouvelle Cour constitutionnelle? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est le système Kabila qui va très mal. C'est le système Kabila qui est une dictature, c'est le système Kabila qui est pourri. Et tant que ce système ne sera pas changé, et la seule manière de le changer, c'est comment? C'est en obtenant une alternance, donc le départ de Joseph Kabila, et qui incarne en fait ce système. Tant que ça ne sera pas changé, tout ça son départ démocratiquement, qui doit partir à la fin du mandat. Tout ça restera du vent. Nous sommes des démocrates à l'UDPS. Vous savez, le seul schéma auquel nous pensons, nous, pour mettre fin à un adversaire, c'est la démocratie, c'est pas la démocratie. Les élections, c'est bien cela. Donc, la démocratie, c'est les élections. C'est notre cheval de bataille. Ce n'est pas le soulèvement populaire, comme certains cadres de l'UDPS les prônent d'ailleurs. Le soulèvement populaire, c'est la décision, comme vous le dites, dans le soulèvement populaire, il y a population. C'est un droit que seule la population peut se réserver d'exercer. Donc nous, suite aussi à un mot d'ordre donné par un leader aussi. En tant que parti politique responsable, nous ne pouvons pas envoyer des gens dans la rue parce que nous ne connaissons pas la suite. Ou alors, il faut maîtriser tous les paramètres. Donc vous savez que vous les envoyez dans la rue pour après faire autre chose. Mais lorsque vous les envoyez comme ça à l'emporte-pièce, et qu'il se passe des choses pas convenables. Par exemple, ce qui est arrivé le 19, 20, 21. D'autant plus qu'on sait à qui on a affaire avec ce pouvoir d'imposture. Donc, je dis, vous envoyez des gens comme ça et qu'il y a des dégâts, ensuite, vous risquez d'être comptable de ces dégâts, en même temps que cette dictature contre laquelle vous lancez cette horde de combattants ou de la population. Donc, et là, nous disons, en tant que parti politique responsable, c'est pas bien de se lancer dans une telle aventure. Et d'autant plus que quand on fait ça, généralement, ce sont les forces armées qui récupèrent la situation. Or, nous connaissons l'état dans lequel se trouvent nos forces armées. Nous ne pouvons pas prendre le risque aujourd'hui de lancer des enfants des autres et tout. De lancer un soulèvement pour qu'après, pour que demain... qu'une puissance extérieure ou voisine ici nous pique, passez-moi l'expression, notre révolution, et ils mettent quelqu'un d'autre à la place de Joseph Kabila, et ensuite on repart encore pour la gloire. Donc ça, c'est irresponsable. C'est pour ça que nous prenons la voie du dialogue, parce que le dialogue nous permet d'être en amont jusqu'en aval, maître de notre propre destin. On va y arriver, on reste au soulèvement populaire. Félix Tshisekedi, vous venez d'en parler. Justement, vous êtes contre cela le 19 janvier, le 20 et les 21. Vous avez vu ce qui s'est passé, justement. Vous êtes fier de ne pas être, de faire partie, justement, des personnes, des commandes. Attention, madame, je dois nuancer vos propos. Je n'ai pas dit que je suis contre le soulèvement populaire. Oui. J'ai dit le soulèvement populaire est un droit qui appartient à la population elle-même. Je pense, en tant que responsable de parti politique, que ce n'est pas... on peut demander à une population de se lever pacifiquement, de marcher pacifiquement, ça on va le faire. Nous allons le faire, d'ailleurs, c'est prévu, nous allons le faire. Mais nous ne pouvons pas appeler un soulèvement populaire. Parce que quand il y a soulèvement populaire, il y a pillage, il y a viol, et il y a assassinat, il y a plein de choses pour lesquelles nous ne voudrions pas être comptables. Mais maintenant, si comme le 21, le 19, le 20... Quand le peuple s'est soulevé les 19, 20, 21, ben c'est à sa propre initiative. La personne n'est responsable, c'est le peuple qui est souverain. Voilà pourquoi de Bruxelles, où nous nous trouvions avec le président, à une sorte de mobilisation que aussi. La volonté du peuple soit faite. Quelques de vos collègues de l'opposition ont appelé justement ce peuple aussi à pouvoir se soulever. Non, ils
n'ont pas appelé au soulèvement. En tout cas, j'ai pas entendu ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Mais je crois que ils ont appelé. Il y a eu des SMS qui ont circulé. Voilà pourquoi on a interrompu. Ils ont appelé à une marche pour aller dire à l'Assemblée, au Palais du Peuple, qu'on était contre le vote de la loi. C'était ça. Une marche pacifique. Et c'est lorsque celle-ci a été réprimée, voilà, c'est lorsque celle-ci a été réprimée qu'il y a eu des répercussions dans toute la population, un ras-le-bol, parce que le ras-le-bol existe depuis 2011, depuis les élections tronquées, et donc c'est cela qui a entraîné l'effet que nous avons vécu. Donc c'est la population, comme je vous le dis, l'initiative est venue du peuple lui-même, il a pris ses responsabilités, voilà, et c'est ça que nous disons. Ne pas vouloir canaliser. Parce que quand le peuple, comme il est souverain, ben, quand il prend sa décision, il le fait, il l'assume seul. Voilà. Et nous prenons par contre le dialogue, parce que nous pensons que le dialogue, c'est une méthode tout aussi similaire, mais pacifique, d'atteindre nos objectifs. Justement, vous prenez les dialogues, on publie le calendrier. D'abord, on publie le calendrier électoral. Ce n'est pas incompatible. Vous prenez les dialogues. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller aux élections ou vous voulez dialoguer avant? D'abord, je dois préciser aussi, là, vous faites bien de poser cette question. Le dialogue que nous prenons, en fait, c'est pas de notre fait qu'il est arrivé. Le dialogue a été proposé par la communauté internationale. Je vous renvoie pour ce faire à l'accord cadre d'Addis Abeba. Les concertations nationales, c'était pas ça? C'est ce qu'ils ont fait d'après. Ça, c'est de la comédie. D'après, en tout cas, les organisateurs. C'était dans l'esprit de la résolution 2098. D'abord, c'est de la comédie. La nuance, c'était juste au niveau de la sémantique. C'est de la comédie. La preuve, ça a accouché d'une souris. Ils ont parlé de tas de choses qu'ils n'ont pas faites. Ça, c'est une chose. Et la seconde, c'est que nous estimions que Joseph Kabila n'était pas la personne la mieux à même de convoquer ce genre de forum, et à sa manière. La Constitution lui donne ce pouvoir, M. Tshisekedi. Et à sa manière et à ses conditions, parce que pour nous, il n'est pas légitime en tant que chef de l'État, et donc il n'était pas bien placé pour le faire. Alors, quand la communauté internationale s'est saisie du problème, en lançant justement les fameuses tables rondes autour de M. Martin Kobler l'année passée, nous avons estimé que c'était une très bonne solution, parce qu'à ce moment, elle permettait de remettre tout à plat et de voir ensemble comment on peut sortir de l'auberge. D'ailleurs, à cette occasion, la bande, j'allais dire, à Joseph Kabila était venue à cette réunion. Nous nous sommes réunis ensemble, puis leur chef a tapé du poing sur la table, il les a tensés, ils ont quitté la table des discussions. C'était même pas encore des négociations, des discussions. Aujourd'hui, nous apprenons que certains d'entre eux sont frondeurs, donc c'est la preuve que quelque part nous avions raison de Cela ne vous concerne pas, Félix Tshisekedi. Cela ne vous concerne pas, c'est leur famille politique. Félix oui, ça ne nous concerne pas, mais nous apprenons que certains sont frondeurs. Pourtant, ils avaient arrêté les discussions qui étaient très intéressantes et qui permettaient d'ailleurs à la MONUSCO de jouer le rôle que lui a conféré l'accord cadre et les résolutions, dont la 2098, la 2147 et la dernière, la 22. Vous ne reconnaissez pas en Joseph Kabila la légitimité, vous ne reconnaissez même pas qu'il est président légitime, etc. Non. Mais vous demandez, vous sollicitez paradoxalement quand même de dialoguer avec lui. Mais comment comprendre cette contradiction flagrante? Encore une fois, madame, s'il vous plaît, arrêtez de dire c'est nous qui sollicitons. Nous ne sollicitons rien avec Joseph Kabila. Sinon, vous aurez vu des lettres ou des choses comme ça lui adresser. C'est la communauté internationale. Il ne faut pas oublier qu'elle est au chevet de la République démocratique du Congo depuis le début des années 2000. Mais qui a signé cet accord? La communauté internationale, pardon, laissez-moi terminer s'il vous plaît. La communauté internationale nous a accompagnés pour mettre déjà fin à la guerre qui avait divisé le pays en 3, 4 ou 5 morceaux, je ne sais plus. Ensuite, cette même communauté internationale nous a aidés à avoir une transition qui allait permettre d'avoir des élections. Évidemment, il y a eu beaucoup d'imperfections qui ont fait qu'aujourd'hui, la suite est assez compliquée, mais elle est restée toujours présente et près des Congolais, avec notamment la MONUSCO qui est là depuis bientôt, en tout cas presque une quinzaine d'années, j'allais dire. Donc ça veut dire que cette communauté internationale, lorsqu'elle nous fait des propositions que nous jugeons intéressantes, ben, nous les acceptons. Donc c'était pas à nous de dire oui, d'accord, on est d'accord pour le dialogue, mais pas Joseph Kabila, il doit pas être là. Et même si on le dit comme ça, vous connaissez un peu la communauté internationale, elle choisit toujours la solution de facilité. Elle va vous dire, mais écoutez,
lui, il est là, il est reconnu par la communauté internationale comme étant l'interlocuteur au nom du Congo. Mais ce n'est pas à nous de faire le pas de le chasser. Donc si vous le mettez dehors, alors dans ce cas, c'est vous les interlocuteurs désormais. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on nous dit, bon, puisqu'on ne va pas brouiller les cartes et faire des caprices, parce que quelque part, c'est une position qui est propre à l'UDPS, on ne va pas l'imposer à tout le monde, ben, on fait quand même cet effort pour l'intérêt supérieur de la nation, et donc on va discuter avec lui. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur, croyez-le. Félix Tshisekedi, cette résolution 2098 a été signée, je pense qu'il y a 2 ans et demi passés, finalement par Joseph Kabila lui-même. Et aujourd'hui, vous demandez de dialoguer avec lui, n'est-ce pas? Oui, c'est dans l'esprit de la résolution 2098, c'est bien cela. Vous demandez le dialogue avec lui. La communauté internationale propose qu'on discute avec lui. La communauté internationale propose que vous puissiez discuter avec lui, voilà. Et lui... Nous ne demandons rien. Mais justement... Nous ne demandons qu'à ce que la communauté internationale joue son rôle. Elle n'a pas sorti 3 résolutions pour que ces résolutions restent lettres mortes. Elle les a sorties pour quelque chose. Eh bien, qu'elle joue ce rôle-là, c'est tout. Nous ne demandons rien à Joseph Kabila. Qu'il soit là ou pas, que ce soit X ou Y à sa place, pour nous, c'est du pareil au même. Alors, on va évoluer. Okay. Joseph Kabila, selon lui, il a organisé déjà ce dialogue prôné par la résolution 2098. Selon lui, c'est déjà passé finalement, puisqu'il y a eu plusieurs résolutions. Peu à peu, ces différentes résolutions commencent à être mises en place entre l'installation du gouvernement des cohésions nationales, la nomination de plusieurs conseillers spéciaux, etc. C'est où ces concertations, cette messe noire ou ce ballet comique, tragico-comique, je dis, n'a été organisé que pour un seul but. C'est celui de permettre à Joseph Kabila d'obtenir son glissement. Rappelez-vous que c'est mais ils n'ont pas parlé de glissement là-bas. Félix Tshisekedi. Si, pardon, j'allais vous le dire. Oui. Rappelez-vous que c'est au cours de ces concertations qu'il a été levé l'option désormais, avant d'organiser une élection, qui est recensement. Et on sait très bien, d'ailleurs, ça a été suivi très vite des faits. De ce côté-là, il a été rapide. Il a fait sa fameuse ONIP, je crois, quelque chose comme ça, qui devait charger d'organiser ce recensement. Tout ça, c'était dans le but, évidemment, d'obtenir le glissement, parce qu'on sait que le recensement n'allait pas prendre moins de 2 ans, moins de 3 ans. Contrairement au numéro 1 de l'ONIP, qui a dit que ça allait, grâce à la technologie qui évolue et tout, cette opération n'allait pas beaucoup durer. C'était pour obtenir l'aval de la communauté internationale et de l'opinion congolaise, nationale, et de mettre tout le monde sur le fait accompli une fois qu'ils sont lancés, pour dire oui, mais pour X, Y raison, c'est plus possible, donc il faut glisser. Donc c'est uniquement dans ce but que les concertations ont été organisées. Et avant ça, ces gens sont restés 10 ans au pouvoir, plus même. À aucun moment, ils n'ont pensé au recensement. Idem pour les locales, municipales et urbaines. À aucun moment, ces gens qui sont pourtant là depuis 2001, qui ont connu une transition au cours de laquelle, d'ailleurs, l'accord global et inclusif avait exigé qu'il y ait ces fameuses élections, qu'on commence par les élections locales, urbaines et municipales avant d'aboutir au présidentiel, en passant évidemment par toutes les autres. Ils n'ont jamais rien fait. Ils se réveillent comme un beau matin, comme ça, là, comme si ils étaient dans un profond sommeil. Et voilà, on doit tout faire, recensement local, etc., parce que ça a été décidé par les concertations. Et là, vous comprenez directement que les concertations, ce n'était qu'une messe noire destinée à prolonger le bail de Kabila à la tête du Congo, et nous disons non. Alors, 3 fois non. Mais 3 fois non, justement, vous qualifiez Kabila d'imposteur, finalement, mais vous voulez encore dialoguer avec lui. Mais c'est pour la paix, madame. C'est pour la paix. Pour la paix, vous pouvez dialoguer avec un diable. Sinon, il y a une autre alternative. Sinon, il y a une autre alternative, c'est la guerre. Or, l'UDPS, c'est un parti qui a basé sa lutte sur la non-violence. On a eu pire aussi dans le passé. Où, vous savez, dans ce pays, il y a eu, je ne sais pas où vous étiez à l'époque, mais moi j'ai connu l'époque où dans ce pays, appartenir à un autre parti politique que le MPR était interdit, était même passible de condamnation à mort. On a connu ça ici. On a connu le fait que de porter la cravate, de disparaître parce qu'on a porté la cravate ou parce qu'on s'est fait appeler par son nom à consonance chrétienne. Mon prénom, par exemple, c'est Félix. À l'époque, on ne m'appelait plus comme ça. Donc,
On a connu ça et on s'est battu contre ça, mais on s'est battu toujours pacifiquement. Et nous avons réussi à déboucher sur le multipartisme aujourd'hui, que Joseph Kabila essaye de récupérer à sa manière pour imposer une dictature, mais il ne réussira pas parce que nous vaincrons. Et donc, ce sont par des méthodes pacifiques que nous arrivons. Et même à l'époque dont je vous parle, donc c'est-à-dire du maréchal Mobutu, mais nous parlions avec lui. Qu'est-ce qu'il y avait de difficile à parler ou de répréhensible à parler avec le dictateur? Si c'était pour parler avec le dictateur dans le but d'avancer, mais tant mieux, ça épargne des vies plutôt que d'aller au soulèvement populaire, à l'affrontement guerrier. Parce que, bon, si on n'a pas le dialogue, il nous reste l'autre alternative, c'est la violence. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt à parler, à discuter avec quelqu'un que vous ne considérez pas légitime, au nom du Congo finalement. Mais c'est lui d'ailleurs qui va convoquer ce dialogue. C'est à lui de le faire, de convoquer ce dialogue finalement. Ça, moi je dis, c'est une question d'arrangement. Hein. C'est une discussion pour voir qui peut faire quoi dans le but, dans l'objectif de ne pas faire perdre la face aux uns et aux autres, et puis on avance. L'intérêt, comme je l'ai dit ici, c'est le Congo et les Congolais. C'est ça. Ce n'est pas ce que les autres pensent que Félix Tshisekedi pourrait être probablement le prochain Premier ministre. C'est absurde tout ça. Et puis assurer une transition et tout, etc. Je le dis ici, je le redirai, je l'ai dit avant, je le redirai après. D'abord, je n'ai jamais reçu de proposition allant dans ce sens. Mais en plus de ça, je ne suis candidat à rien du tout pour le moment par rapport à toutes ces âneries qu'on essaye d'avancer. Joseph Kabila a un mandat usurpé qui court jusque novembre 2016 de l'année prochaine. Si tout va bien pour lui, il va partir en novembre. Si ça va mal, il partira avant. Mais il n'est pas question pour nous... Si ça va mal, qu'est-ce que vous voulez dire? Si ça va mal pour lui, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Tout peut arriver dans ce pays. Hein. Tout peut arriver dans ce pays. Est-ce que vous croyez que depuis la chute de l'entrée de l'AFDL, d'ailleurs, de triste mémoire, est-ce que vous pensez que ce pays tourne qui avait prévu que 3 ans après son entrée, Laurent Désiré Kabila partirait? Donc vous voyez, c'est comme je dis... C'est ce que vous souhaitez aussi pour Kabila? Je vous ai dit que nous sommes un mouvement non violent. Donc... tout ce que je lui souhaite, c'est de partir... Regarde la pression qu'il a, de la communauté internationale actuellement aussi. Tout ce que je lui souhaite, c'est de partir calmement, pacifiquement. Alors, Félix Tshisekedi, quelques de vos militants pensent que justement, aujourd'hui, vous devriez tourner cette page du dialogue, mais vous concentrer sur les élections pour que le président Tshisekedi, le président de l'UDPS, pour se présenter aux élections finalement. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que les deux ne sont pas incompatibles. Parce que le processus électoral lui-même, il comporte en lui des germes d'imperfection énormes. Donc, nous risquons de retomber dans les mêmes travers qu'en 2011. Voilà pourquoi ce dialogue est nécessaire, parce qu'il faut élaguer tout ça. Déjà au moment de l'enrôlement. Toutes les contradictions du calendrier électoral. Oui, déjà. Donc déjà au moment de l'enrôlement. D'ailleurs, il doit y en avoir parce qu'il y a de nouveaux électeurs qui ont atteint l'âge de la majorité et constitutionnellement, ces électeurs doivent être enrôlés pour participer aux élections. Sinon, ces élections seront anticonstitutionnelles parce qu'elles auront laissé une frange importante de la population en dehors. Donc ça, déjà par rapport à ça, il faut... Par rapport au fait que quand on enrôle, on a découvert, évidemment, qu'il y a toute une base de données de faux électeurs. Donc il faut déjà voir ça. Ensuite, pendant les opérations électorales elles-mêmes, comment ça va se passer? Il faut que tous les témoins des candidats aient leur copie à la fin du tri, hein, à la fin du décompte des bulletins. Donc il faut que chaque témoin de candidat ait son bulletin et sa preuve, ce qui n'a toujours pas été fait. Ensuite, dans la transmission des données, transmission des résultats, on a vu qu'en 2011, on transmettait les résultats via des CD-ROM, parce que tous les VSAT n'ont pas marché. Donc, il faut trouver un système qui arrange tout le monde et qui rassure tout le monde. Donc, il y a tout ça. Et voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Et même dans la composition même de la CENI, au niveau technique, j'entends. Le Centre national de traitement de données, le secrétariat exécutif national, tout ça, c'est des choses que tout le monde doit contrôler. C'est des manettes que tout le monde doit
que tout le monde doit avoir en main pour être rassuré. Donc ça nécessite évidemment qu'on discute et qu'on arrête des principes. Vous êtes aussi pour Donc vous voyez qu'on peut enrôler, on peut déposer des candidatures, mais aussi... Donc si on comprend bien, vous êtes aussi pour un calendrier consensuel. Absolument. C'est bien cela. Mais nous avons débattu pour ça. Je vous ai parlé des discussions qu'il y a eu autour de M. Kobler. Il n'y avait pas que l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, mais il y avait également les gens de la CENI. Il y avait l'abbé Malou Malou et un de ses collaborateurs. Donc, c'est vous dire que on avait entamé des discussions intéressantes qui ne demandent qu'à continuer pour avoir, je cite la communauté internationale, des élections apaisées et crédibles. C'est ça le but. Alors, or, ça, Kabila n'en veut pas parce que lui, il veut, parce qu'ils ont besoin qu'il y ait du désordre pour obtenir l'annulation de tout le processus électoral et donc avoir le glissement qui est son obsession la plus acharnée. C'est ce glissement qui reste constitutionnel, Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que cette constitution qui détermine la fin du mandat du président de la République, de l'institution président de la République, mais qui donne des possibilités aussi, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas installation d'une nouvelle institution, l'ancienne peut combler le vide juridique. Oui, mais ça c'est de la comédie, ça. Hein. Je crois que quand le Sénat jouit de ce même article. C'est unique au monde, hein, ce cas-là. Le cas du Sénat. Mais c'est la Constitution, hein. Sauf peut-être. À moins qu'on change toute la Constitution. Il faudrait bien qu'on regarde. Non, mais c'est faux. Attention, oui, c'est pas parce que la Constitution dit que le président entrant vient, son mandat commence, enfin le sortant, son mandat se termine quand celui qui rentre arrive, que on peut prendre 10 ans pour le faire. C'est faux. Aux États-Unis aussi, vous voyez qu'on observe toujours une période de transition entre les élections. Et donc entre le président sortant et donc la proclamation de la victoire du président entrant et la sortie du président sortant. Au Nigeria, tout récemment, même chose. C'est au mois de mai, seulement au mois de mai, que le nouveau président Buhari prendra le pouvoir. Donc il y a toujours une période que les constitutionnalistes et autres ont estimé pour dire voilà, en déant ceci, c'est raisonnable, la remise-reprise peut se faire, et voilà. Donc ici, il ne faut pas prendre un prétexte pour dire oui, mais c'est en attendant. Quand on est une nation ou un pays organisé, on a des échéances prévues à l'avant. Donc au moment où se termine une élection, on programme déjà la suivante. On doit déjà être prêt. Il n'y a pas de prétexte qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On doit être prêt à la date de mauvaise volonté. Donc il faut, oui, mais c'est le cas du Sénat, par exemple. Vous comprenez, vous, qui êtes des sénateurs, des gouverneurs de province, des députés provinciaux qui ont comme ça passé leur mandat. Qui continuent à glisser. Sans qu'il y ait... mais dans quoi on est là? C'est grave quand même ça. Mais c'est une possibilité une comédie, de la Constitution finalement. Mais non, la Constitution ne permet pas ça. Doit-on réviser cet article, hein? C'est faux, madame. La Constitution ne le permet pas. C'est le pouvoir qui est mal organisé. La Constitution le permet. Non, la Constitution le permet, mais cette Constitution doit être exécutée par des personnes de bonne volonté. Peut-être vous pouvez dire ça. La Constitution précise que le mandat de sénateur, de gouverneur, de... Qu'est-ce qu'on a dit ici encore de députés provinciaux ne doit pas dépasser 5 ans. Il est de 5 ans. Et cette Constitution dit encore que lorsqu'il n'y a pas installation d'une nouvelle institution, l'ancienne peut rester pour combler le vide juridique. C'est ce que dit la Constitution aussi. Donc c'est-à-dire contradiction. Doit-on changer cette Constitution ou pas? Non, un autre débat, Félix Tshisekedi. Pour moi, à partir du moment où la Constitution dit qu'il faut 5 ans, c'est au pouvoir qui est là d'organiser les choses pour que dans les 5 ans, c'est ça qu'on appelle le respect de la Constitution, pour que dans les 5 ans, il y ait des élections. Et lorsqu'il y a une possibilité d'organiser, on peut tomber dans cet article-là. Ça veut dire que le pouvoir est défaillant. Ce n'est pas possible, c'est arrivé où dans le monde? C'est pas possible. Quand il y a impossibilité, c'est peut-être dû, parce que s'il y a une catastrophe humanitaire, genre tremblement de terre, on peut comprendre que bon, on ne va pas organiser des élections quand il y a un tremblement de terre. Donc ça, on peut décaler juste de quelques semaines le temps de soigner les blessés, d'enterrer les morts. C'est facile, hein, lorsqu'on n'est pas à la gestion de la chose publique. Mais non, mais madame, je crois que ce que je dis là est tout à fait vrai. Ce qui se passe dans ce pays est inacceptable. Il ne faut pas trouver des excuses à ça, et c'est ça qui me dégoûte des fois quand j'entends les acteurs politiques de ce pays qui essayent d'expliquer tout et n'importe quoi. C'est inacceptable. On a une constitution pour que celle-ci encadre le pays,
de protection, de garde-fous, etc. et nous permettre d'avancer dans une alternance démocratique et démocratiquement organisée. Mais si ça n'arrive pas, ça veut dire que ça coince quelque part, et ce ne sont pas les textes qui coincent, ce sont les hommes qui coincent. Et ce sont ces hommes qui sont à mettre de côté, et non pas les textes. Non. Félix Tshisekedi, la course électorale déjà des élections provinciales débute déjà dès ce 15. Finalement, avez-vous tout d'abord signé le code de bonne conduite, l'UDPS? Non, non, à ma connaissance, non. On n'a pas délégué quelqu'un là-bas. Parce que nous pensons tout simplement comme en 2011, le problème, c'est pas de faire ces démonstrations médiatiques de signature. Le départ est déjà entaché. Alors que le fond, non, le code de bonne conduite, c'est toujours une bonne initiative. C'est bien que tout le monde se mette ensemble pour dire on est d'accord, mais le vrai code de bonne conduite, c'est le processus électoral lui-même. C'est celui-là qu'il faut élaguer. C'est là qu'il faut qu'on se retrouve. C'est pour ça que nous parlons de dialogue. C'est ça le vrai code de bonne conduite. Parce qu'une fois que le dialogue s'est tenu, tout le monde aura pris des engagements, des résolutions que la communauté internationale va faire respecter. C'est ça le vrai code de bonne conduite. C'est pas d'aller s'enfermer dans une salle devant des caméras et faire des défilés. Mais finalement, Félix Tshisekedi, ce calendrier est dans le respect total. Il respecte le délai constitutionnel. Oui, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Déjà ça c'est déjà bien. Qu'il soit dans les délais constitutionnels, c'est bien. Pardon. Mais vous verrez déjà que pour les locales municipales et urbaines, il y aura des problèmes. Donc, quel genre de problèmes? Mais beaucoup de problèmes, parce que déjà, je vous dis, à ces élections-là, locales, municipales, urbaines, les circonscriptions, contrairement aux législatives, les circonscriptions sont les groupements. C'est au niveau des groupements. Or, il y a à peu près, selon le comptage de l'abbé Malouma lui-même à l'époque, il y a à peu près 811 groupements qui posent problème. Et maintenant, avec le découpage, je vous parlais tout à l'heure des manœuvres que Joseph Kabila a fait pour retarder les échéances. Avec les découpages, il y a des groupements qui se trouvent à cheval sur 2 provinces nouvellement créées, là, etc. Mais justement, alors, c'est un travail immense qui ne pourra pas être réalisé d'ici peu. Dans ces groupements, il faut installer des tribunaux de paix pour prévoir les contentieux électoraux. Donc il faut plus de 6500 tribunaux de paix et donc 6500 juges, sans parler de tout ce qui va avec, les juges, l'administration et tout ça. Mais est-ce que vous croyez ça possible, imaginable d'ici la fin de l'année? Non. Voilà. C'est pratiquement impossible. Et je crois que ceux qui ont inventé cette histoire le savaient aussi. Mais voilà, c'est constitutionnel, c'est ça le problème, Félix Tshisekedi. Vous voulez qu'on aille, je sais pas, contre la Constitution, etc. La loi sur la programmation des provinces est constitutionnelle, ça devait être fait depuis longtemps. Ben voilà, mais voilà, le moment... Vous apportez de l'eau à mon moulin, merci. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Oui. On se réveille un beau matin, après 10 ans, plus de 10 ans d'exercice du pouvoir, pour constater que, ah tiens, mais la Constitution n'a pas été respectée, tiens, faisons... Et comme par hasard, c'est à 2 jours, enfin, à 2 encablures de la fin de Félix Tshisekedi, vous voulez qu'on repousse arrêtons la comédie. Qu'on repousse le processus d'agglomération. Il faut 2 choses ici. Il faut que Joseph Kabila prenne l'engagement de s'en aller. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il n'a pas dit le contraire non plus, qu'il va rester. Non, non, il doit partir. Il ne le dit pas parce qu'il interdit déjà il interdit toute velléité de positionnement ou de candidature au sein de sa famille politique. C'est la preuve que... Mais c'est la charte de la majorité qui ne prévoit pas des dauphins. C'est pas lui. C'est la charte qu'ils ont signée eux tous, les différents partis politiques. C'est la preuve que monsieur a des idées derrière la tête. Enfin, c'est son problème. Mais nous disons... on n'ira pas avec lui après novembre 2016. Si seulement il y aura élection. Il y aura élection. C'est ça, c'est il y aura élection. Ça, je vous assure, il y aura élection. C'est sûr, il y aura élection. Parce que je crois quand même que la communauté internationale est composée de... C'est cette pression que la communauté internationale fait sur Kabila qui vous pousse à dire qu'il y aura élection, qui vous Non, nous y croyons nous-mêmes, parce que, bon, vous savez, et je pense d'ailleurs que Joseph Kabila et ses amis n'ont pas intérêt à ce qu'on arrive en 2017 sans élection. Parce qu'à ce moment-là, tout tombe non seulement déjà dans l'illégitimité où nous sommes, mais aussi dans l'illégalité. Et là, la porte est ouverte. Mais d'après vous, on est déjà dans l'illégalité ou dans l'illégitimité? On est dans l'illégitimité court depuis 2011. Oui, parce qu'il n'a pas mais été on va encore tomber dans quoi finalement? Dans l'illégalité. Ce sera, à ce moment-là,
nous serons on est encore dans la légalité. On est encore dans la légalité. Oui, un semblant d'illégalité, parce que bon, il y a une constitution qui était là. Un semblant de légalité ou illégalité? Soyez clair, s'il vous plaît. Si on va dans les détails, c'est vrai que même la légalité, par exemple pour le Sénat et tout ça, tombe, hein, si on va dans les détails. Mais bon, on dit un semblant, parce que bon, les institutions sont là, mais sans être légitimes. Avant de continuer à parler du découpage territorial, juste une petite parenthèse, est-ce que vous vous préparez pour les provinciales? Vous allez vous présenter? Le parti UDPS, sachez-le, est prêt à toute éventualité. Je dis bien toute éventualité. Donc dès les 15, vous allez aller déposer les listes des candidats? Je vous dis que nous sommes prêts à toute éventualité. Maintenant, la suite des choses, vous l'observerez, comme tout le monde. Donc il faudrait attendre. Attendez, voir, oui, vous verrez. Mais nous sommes prêts à toute éventualité. Alors, on revient sur le découpage territorial. Félix Tshisekedi, pensez-vous qu'il y aura une possibilité justement de mettre en place les nouvelles provinces, en même temps organiser les élections, et surtout que le gouvernement de la République dit être capable de le faire finalement? Vous savez, de faire les deux choses en même temps. Oui, il sera peut-être capable de le faire, mais de manière bâclée, parce que ça, c'est sa spécialité. On l'a vu en 2011, on a bâclé les choses, on l'a vu en 2006. L'accord global et inclusif avait prévu qu'on commence d'abord par le recensement en 2002, hein, quand on a signé en 2003, quand on a signé l'accord global et inclusif, on prévoyait d'abord le recensement, ensuite l'identification de la population, et seulement après on pouvait faire l'enrôlement des électeurs. On n'a jamais vu un début de cela. Et à 2 mois de la fin de la transition, même pas, beaucoup moins de 2 mois, ils ont initié la vague d'enrôlement. Et nous savons ce que cela a causé comme conséquence jusqu'à ce jour. Donc, c'est des gens qui se disent être prêts, mais ils ne sont jamais prêts. Ils ne seront jamais prêts. Le découpage électoral est une maladresse. Mais évidemment, maladresse pour nous, observateurs. Mais en réalité, c'est une stratégie pour Joseph Kabila. Il l'a fait parce qu'il veut noyer le poisson, comme on dit. Il veut mettre un désordre généralisé duquel il ne sortira aucune lisibilité sur les événements. Et ainsi, il va dire, mais vous voyez, vu ceci et cela, les élections sont impossibles à organiser et tout est décalé. Il a son glissement. Justement, vous sollicitez un calendrier consensuel, vous voulez que vous puissiez discuter de ça parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de contradictions au sein de ce calendrier. Finalement, vous voulez un dialogue finalement. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ne pensez-vous pas que si vous osez aller aux élections provinciales qui débutent déjà ce 15, finalement, sans dialoguer avant, vous allez perdre une certaine crédibilité? Non, pas du tout. Je vous ai dit ici que les deux n'étaient pas compatibles. Ce n'est pas une option levée, hein. Mais je dis, on peut tout aussi bien déposer les candidatures, parce qu'attention, il y a un décalage entre le dépôt des candidatures et le scrutin lui-même. Donc pendant la période, on peut avoir ce dialogue pour élaguer, comme j'ai dit, la voie. Et s'il n'y a pas de dialogue? Mais ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux, vous menacez les gens, qu'est-ce qui va arriver? Non, ça va être très dangereux pour le pays, parce qu'on ira à des élections qui seront une vaste comédie comme celle qu'on a connue en 2011. Vous savez combien de contestations il y a eu, de procès en contestation? Mais cela n'a pas empêché Joseph Kabila de jouir de sa légitimité, d'être invité partout, d'être accepté par la communauté internationale, la francophonie, etc. Voilà, il a été dans la régularité au-delà de vos différentes contestations. Nous parlons des élections provinciales. Allez-y. C'est ça, nous ne sommes pas encore au présidentiel. Nous parlons des provinciales. Donc si elles n'ont pas lieu, si ce dialogue n'a pas lieu entre les deux élections, donc entre le dépôt des candidatures et la tenue du scrutin lui-même, ben oui, ça va être de nouveau la catastrophe, parce que nous allons avoir le scénario de 2011 où il y a eu des députés qui ont été nommés et non élus. Donc et ça, c'est très difficile. Mais justement, les avertis pensent que ce dialogue risque de ne pas avoir lieu parce que vous êtes en train d'imposer une sorte de manœuvre, c'est-à-dire de proposer. Mais Kabila aussi va proposer, c'est-à-dire sa procédure, etc. Oui. Mais lorsque ça va rentrer en confrontation et que ça ne sera pas mariable, finalement, qu'est-ce qui va arriver? Il risque de ne pas avoir dialogue, finalement, parce que vous emmenez les contentieux électoraux. Kabila ne reconnaît même
même pas ça. Il est en train de jurer de sa légitimité. Non, mais écoutez, le calendrier, le calendrier a été déjà publié, donc il a promulgué sa loi, la loi électorale. Madame, les thèmes du dialogue seront déterminés au moment du dialogue. Nous faisons une proposition. L'UDPS s'est prononcé sur les élections, c'est-à-dire il a parlé aussi, entre autres, des contentieux électoraux. Nous faisons des propositions à travers notre feuille de route. Nous n'avons fait que c'est à Kabila d'accepter ou de refuser. Non, bien cela. Nous les faisons à la communauté internationale qui transmettra de l'autre côté et on verra ensemble, on harmonisera pour voir. Parce que nous partons d'un principe. Il y a les forces acquises au changement que nous représentons et les forces du statu quo qui veulent maintenir Joseph Kabila par des manœuvres dilatoires. Les forces acquises au changement de Martin Fayoulou. Non, c'est une façon de dire. Nous avons une vision bipolaire du paysage politique congolais. C'est ce que nous proposons à travers notre feuille de route. Donc il y a d'un côté ceux qui veulent le changement, c'est-à-dire aller à des élections propres, crédibles, transparentes, etc. Et de l'autre, il y a ceux qui veulent le statu quo, ils veulent le maintien de Kabila en changeant la constitution parce qu'ils ont essayé en essayant de mettre le recensement et donc d'obtenir le glissement ou en trafiquant la loi électorale. Donc tout ça, donc c'est un camp contre un autre. Alors Félix Tshisekedi, hier Etienne Tshisekedi était le seul, c'est-à-dire grand opposant de Kabila aux élections et on a vu ce qui s'est passé. Finalement en 2016, probablement il y a beaucoup de perspectives, c'est-à-dire des hypothèses que vous puissiez avoir des candidats majeurs aussi, c'est-à-dire Vital Kamerhe qui va revenir. Il était déjà là en 2011, j'ai bien dit qu'il va revenir. Les docteurs Mukwege aussi qui va revenir finalement. Avez-vous peur un tout petit peu on peut pas avoir de peur. cet engouement des candidats de grande envergure qui vont surgir? Moïse Katumbi probablement, qui pourrait aussi présenter sa candidature. On ne peut pas avoir peur de la démocratie. Jean-Pierre Bemba qui pourrait être libéré. D'aucuns estiment d'ailleurs que c'est la dernière carte de la communauté internationale. Tant mieux, on peut spéculer dans tous les sens, c'est très bien. Tant mieux pour la démocratie. On ne peut pas avoir peur de la démocratie. Si tous ces gens que vous avez cités sont là et sont candidats, c'est que ils méritent de l'aide, c'est qu'ils ont ou ils espèrent avoir des voix. Donc ils doivent venir. Il faut que les Congolais s'expriment. Il faut que ceux qui vont diriger ce Congo soient vraiment l'émanation de la population. Ça ne doit pas nous faire peur. Si ça nous fait peur... Pas des personnes imposées par la communauté internationale. Si nous en avons peur, ça veut dire que nous voulons alors, dans ce cas, une dictature. Revenir à la tête de dirigeant Congo. Et pour des candidats proposés par la Belgique, par exemple. On peut les proposer par qui vous voulez, à partir du moment où ce sont les Congolais qui, en dernier ressort, vont choisir, c'est tant mieux. Donc c'est très bien pour la démocratie. Alors, parce que les Congolais doivent, et c'est ça notre combat, doivent rester les seuls maîtres de leur destin en se choisissant les dirigeants que eux veulent. C'est tout. Il ne faut pas leur imposer des gens, il ne faut pas que des gens s'imposent par la tricherie, il faut que des gens dûment mandatés par les Congolais s'occupent de présider à leur destin pendant un temps bien déterminé, au bout duquel ils vont remettre leur mandat en jeu pour soit ravoir la confiance des Congolais ou se faire remplacer par d'autres. Félix Tshisekedi, quid de votre collaboration ou sorte de collaboration avec l'UNC finalement, avec Vital Kamerhe? Collaboration, je ne sais pas ce que vous entendez par collaboration. On n'a pas eu de collaboration spéciale. Nous avons toujours de bons rapports. Avec ce lien. Nous avons toujours de bons rapports. Quand nous voyons... c'est toujours chaleureux, amical, et souvent d'ailleurs quand on se voit, politiquement, dans des circonstances où nous nous retrouvons dans le même camp, où nous parlons le même langage, bien que nous ayons certaines divergences, mais globalement, je crois que nous avons... Des divergences qui ne manquent jamais dans la vie d'ailleurs. Et c'est bien d'ailleurs, tant mieux. Tant mieux. C'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui fait la diversité, c'est bien. Mais pourquoi on ne vous voit pas souvent dans les réunions? Soyez bref, s'il vous plaît, on va bientôt conclure. Dans les réunions de l'opposition avec Teteri, Félix Tshisekedi. Mais parce que je ne suis pas mandaté, nous avons à l'UDPS quelqu'un qui est chargé des relations avec les autres partis politiques. C'est pas moi. Qui est le secrétaire général en même temps? Non, nous avons un secrétaire national qui, comme moi, mais lui est chargé des relations avec les autres partis politiques, pendant que moi, je m'occupe des relations extérieures. Donc je ne dois pas tout le temps
Justement, puisqu'on a parlé de la Belgique, justement, la Belgique a demandé à ce qu'ils puissent mettre 1 500 000 € pour justement diligenter une enquête crédible selon elle, mais aussi indépendante suite à cette affaire de fausse commune. Félix Tshisekedi, comment réagissez-vous? Oui, mais notre parti a déjà communiqué là-dessus. Nous avons exigé la lumière. Nous avons demandé une enquête indépendante. Et c'est très bien, nous remercions la Belgique d'aider à la matérialisation de cette enquête, parce que c'est clair que c'est suspect. Pourquoi est-ce qu'on enterre des gens comme ça à la va-vite et la nuit à 2 h du matin? Si c'était des indigents, mais qu'est-ce qu'il y a? Selon le gouvernement, c'est des pratiques qui ont toujours oui, mais lieu, pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Les indigents, d'abord, ils ont droit au respect quand même. Et des fœtus, et des fœtus aussi, des morts-nés. On n'enterre pas des fœtus la nuit. Quel mal il y a à montrer au grand jour qu'on est en train d'enterrer des fœtus et des indigents? Et en plus, pourquoi on va les mettre on les fourre comme ça dans une fosse commune, alors qu'ils ont aussi droit au respect des humains, des vivants? Donc je crois qu'il y a anguille sous roche, d'autant plus qu'il y a des familles. Il y a des familles, et nous sommes en train d'y travailler. Il y a des familles qui réclament depuis les 19, 20, 21 et même avant, qui réclament de voir leurs enfants, leurs membres dont ils n'ont plus de nouvelles. Et nous, à l'UDPS, il y a un cas que nous avions, il y a un ami du parti qui avait été retenu, qui a disparu depuis le mois de décembre. Et c'est que d'aucuns estiment que c'est une pression de la communauté internationale sur Joseph Kabila finalement. Oui, mais ça, c'est une sorte de machination. Les amis de Kabila, ils disent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, on s'en fout. Il y a ici question de vies humaines, des gens qui ont perdu la vie, il y a une fosse commune qui a été découverte, il faut qu'on fasse la lumière. On s'en fout des états d'âme des amis de Kabila qui pensent Il faudrait aussi vous confier aussi à la lumière de votre propre pays, c'est-à-dire l'affaire a été, le procureur général de la République s'est saisi de cette affaire. Vous attendez aussi quelque chose de lui, hein? Enfin, il ne faudrait pas s'attendre seulement aux résultats des enquêtes, des investigations de la Belgique. Nous voulons une enquête indépendante, la MONUSCO est là. Il faut qu'on nous trouve les experts légistes, etc., qui peuvent venir voir et déterminer les causes de ces morts. Et donc, ça, c'est le plus intéressant. Quand vous nous parlez de l'appareil judiciaire au Congo, nous savons ce que c'est. Et donc, moi, je vous dis très sincèrement, je n'ai pas confiance en Félix Tshisekedi, on va conclure en perspective. Félix Tshisekedi, si votre père n'est pas là aujourd'hui, si on vous propose d'être son successeur, allez-vous accepter? Écoutez, je vais un peu analyser les circonstances. Si c'est pour succéder à la tête d'une mosaïque de groupuscules à l'intérieur d'un parti, ça ne m'intéresserait pas. Mais si c'est pour, évidemment, avancer dans la suite de ce que Étienne Tshisekedi a imprimé tout au long de sa vie, oui, ce serait une fierté et un honneur, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire national, chargé des relations extérieures. À vous également un grand merci de nous avoir suivis durant plus de 50 minutes. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain samedi à partir de 10 h juste, mais aussi sur www.dossierDafrique.com, sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle, sur la page Facebook Barbara Yakondo Nzimbi. Je vais vous retrouver vendredi prochain, ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur la télévision haute définition Congo Web. Bonsoir et à très bientôt.